Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2020. Alors c'est l'occasion pour moi de vous parler de l'état de ma collection. Il y a un an, donc au début de l'année, je décidais de recentrer ma collection vers des modèles un petit peu plus petits en diamètre qui correspondaient plus à mon poignet. 12 mois plus tard, je viens vous montrer là où j'en suis. Alors, on va parler des entrées et des sorties. J'ai évidemment pas toutes mes montres au même endroit, au même moment, mais donc j'illustrerai mes propos par des photos, des vidéos que j'ai prises par le passé. Et autre point également, on va parler argent. Je pense que c'est important que je vous communique mes prix d'achat et mes prix de vente. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est probablement que vous êtes mordu par le virus des montres. C'est un passe-temps qui coûte cher. Et donc pour faire progresser tout le monde et par souci de transparence, on va parler de ces prix-là. Voilà, on commence directement avec les sorties dans la collection. Et la grande sortie, en fait, c'est que j'ai revendu il y a quelques semaines ma Rolex GMT Master 2. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux montres, j'ai directement acheté une Seiko SKX 009, donc la Pepsi. Et là, j'ai été sur les forums et chaque jour, j'allais un petit peu voir les petites annonces, les prix du marché, etc. Et à ce moment-là, je constate que beaucoup de personnes, en fait, revendent leurs montres pour pouvoir se payer une Rolex. Ils disent généralement pas d'échange sauf Rolex. Alors à ce moment-là, on est en 2010 et on n'a pas encore connu la folie des prix Rolex. Donc, mais moi je décide pour mes 30 ans de me faire un gros plaisir et d'aller m'offrir cette fameuse Rolex. Alors, je prends la décision de choisir une GMT Master 2. Pourquoi? Parce que en fait, j'hésitais avec la Submariner, mais la Submariner avait cette connotation un petit peu plus aventurière, un petit peu plus étanche, elle est un petit peu plus grosse. Elle a aussi une couronne un petit peu plus grosse et donc ça allait moins avec mon petit poignet. Et donc je décide de me mettre en chasse d'une GMT Master 2. Après quelques semaines, j'arrive à en trouver une, donc un particulier qui envoie une, je vois ça sur un forum, et on se donne rendez-vous à Paris, place Vendôme, donc devant chez Rolex, pour pouvoir faire la transaction. Chez Rolex, donc pour faire l'authentification, ils n'ont pas donc ouvert la montre, puisque qui dit ouvrir la montre dit la refermer, donc un joint étanchéité, et donc voilà, c'est une opération qui à l'époque je pense coûtait environ 150 €. Et donc chez Rolex, il me certifie que l'acier, en tout cas, est bel et bien un acier Rolex. Donc on fait la transaction. Moi, à ce moment-là, je suis le plus heureux. J'ai payé cette montre 3 600 €. De retour à Bruxelles, je constate que entre le saphir et le cyclope, il y a une petite poussière qui me dérange de plus en plus, puisqu'en fait, la montre a l'air neuve. La montre sortait d'un grand entretien et elle avait été polie donc le bracelet, le boîtier, tout avait été poli et donc pour moi j'avais vraiment une pièce complètement neuve et je ne supportais pas de voir cette poussière sur le cyclope et donc à ce moment-là je vais ici avenue Louise chez Rolex pour pouvoir changer le saphir ou réparer ça et il me demande pour ça je pense 140 ou 145 €, bon c'était il y a 10 ans. Figurez-vous que le vendeur à ce moment-là me rembourse 100 €, donc il me reverse 100 € par virement comme dédommagement. Donc aujourd'hui ça peut vraiment faire rigoler tellement que les prix ont augmenté, mais ici voilà, quand on traite avec des personnes qui sont reconnues sur des forums, voilà, on s'expose à de la gentillesse, à du respect. Donc c'était en fait une très très bonne nouvelle pour moi et je récupère ma montre quelques jours plus tard avec un saphir qui est nickel. D'ailleurs, normalement, les Rolex, quand on change le saphir en entretien, à la place d'avoir la petite couronne, on n'a plus la petite couronne, on a le S, donc la petite couronne, je veux dire par là, ici sur le bas du cadran, un peu en relief comme ça, un peu, ouais, je vais dire comme si c'était une gravure laser, on a cette couronne, mais quand on la change, on a le S de service. Et j'ai constaté qu'en fait, quand je l'ai revendu il y a quelques semaines, j'ai constaté que le vendeur pro avait lui refait des photos et qu'il n'y avait pas de couronne, mais qu'il y avait plutôt qu'il n'y avait pas de sigle S, mais qu'il y avait plutôt toujours la couronne. Est-ce qu'à l'époque, ils m'ont changé le saphir ou est-ce qu'ils ont juste enlevé la poussière? Je ne sais pas et je ne saurai jamais. J'étais très très fier de porter cette montre pendant une dizaine d'années. Un point qui m'avait aussi attiré chez les Rolex à ce moment-là, c'était que la tranche du boîtier, ici, pour moi, avait une luminosité et une forme caractéristique. Et j'adorais ça, je trouvais ça superbe. Et donc je voulais aussi, moi aussi, avoir
bien ma tranche de montre au poignet. Et c'est ça aussi qui m'avait poussé à acheter une Rolex. Également le fait que ce soit un saphir sans anti-réflexion, eh bien ça contribuait au fait que cette montre brillait véritablement alors qu'il n'y avait pas de métaux précieux. Le bracelet aussi, le bracelet Oyster, je le trouvais magnifique. Bref, pour toutes ces raisons, j'avais passé le pas. Mais voilà, il y a quelques semaines, eh bien, j'ai dû la revendre, ou plutôt je l'ai revendue en disant, depuis que je l'ai acheté, eh bien, la marque Rolex, selon moi, a évolué. Donc elle se positionne depuis de nombreuses années comme une marque sport, avec des montres étanches et des montres qui sont fiables. Ils ne font quasiment aucun compromis sur la qualité, sur le contrôle qualité. Et je trouvais que ces dernières années, eh bien, si le positionnement était resté le même, eh bien, en tout cas l'image auprès du grand public s'était un petit peu altérée. Ce qui m'a fait passer le cap de la vendre, c'est que eh bien, sa valeur avait fortement augmenté. Et donc je me sentais vraiment plus du tout à l'aise de marcher en rue avec 10 000 € au poignet. Voilà, quand on est père de famille avec 2 enfants et qu'on mène une existence tout à fait classique, je trouve ça un petit peu déraisonnable d'avoir une telle valeur à son poignet. Donc je ne la mettais plus. Pourtant je l'aimais encore, hein, mais je ne la mettais plus. Elle était au coffre. Et également, je dois dire que en 10 ans, je l'avais quand même bien, je ne vais pas dire abîmée, mais elle avait quand même bien vécu. Hein. Donc j'avais été dans l'eau de piscine, dans l'eau de la mer, dans tout ce que vous voulez. C'était vraiment ma montre, je l'avais au poignet sans arrêt. Et notamment, je l'avais fait des beaux coups sur la corne. Et il fallait que cette montre soit également entretenue. Parce que le dernier entretien, en fait, c'était l'entretien qui était arrivé juste avant que je l'achète. Donc on était arrivé à un moment donné où cette montre que je ne mettais plus, je devais débourser, je sais pas moi, 800 € ou 1000 € pour la faire entretenir. Parce que bon, si on veut la revendre, c'est mieux de l'entretenir chez Rolex. Et il fallait aussi que, à ce moment-là, je procède à un ajout de matière au laser pour pouvoir corriger tous ces coups que j'avais faits et ces petites bosses qui se trouvaient sur la corne supérieure gauche. Donc c'était commencer à investir pas mal d'argent pour une montre que je ne mettais plus. Le fait de la vendre à un vendeur pro, certes il allait me la prendre moins cher qu'un particulier, mais au moins il n'allait pas discuter pendant 3 semaines et il allait pouvoir faire les réparations et l'entretien lui-même. Donc je l'ai vendu il y a quelques semaines, comme je le disais, pour la somme de 9 000 €. Donc ouais, c'est quand même une somme intéressante. Alors c'est vrai, j'ai perdu quelques plumes par rapport au prix du marché, puisque quand on regarde maintenant, c'est une montre qui s'échange à 11 000, 12 000 € pour les exemplaires les plus beaux et les mieux conservés, mais le mien, ce n'était pas du tout le cas, malgré que ce soit un full set, eh bien, franchement, il avait vécu. En 10 minutes, l'affaire était pliée. Je m'étais fixé le montant en dessous duquel je ne voulais vraiment pas descendre. Ce montant était de 8 999 €. Tout chiffre qui commençait par un 8, je tournais les talons et je rentrais chez moi très poliment. Mais ici, il m'a proposé 9 000 €. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire plus. Et voilà, moi, c'était au-dessus de mon prix minimum. Donc, même si c'était que de 1 €, la décision était déjà prise. Et voilà, c'est sans regret. Maintenant, grâce à cette somme, bon, voilà, hein, je peux m'acheter du matériel pour la chaîne, je vais pouvoir également m'acheter d'autres montres, mais disons que voilà, cette montre ne me pose plus de problème. Il faut s'imaginer que c'est comme une Ferrari Testarossa qu'on vous donne alors que vous menez une existence tranquille. Vous avez alors une superbe voiture, mais qui nécessite beaucoup d'entretien et qui représente une grosse partie de votre patrimoine. Et voilà, c'est normal à ce moment-là de vouloir la revendre. Donc la décision a été prise, j'ai vraiment passé beaucoup de bon temps avec cette Rolex, j'ai adoré. Je ne ferme pas la porte non plus à Rolex à tout jamais, mais voilà, ma prochaine Rolex ce sera dans quelques années, en tout cas c'est pas pour tout de suite. Alors la deuxième montre que j'ai revendue cette année, c'est une Belleros 0392, j'en ai dédié un épisode complet il y a quelques semaines, je vous encourage à aller le voir. Mais voilà, en gros, on est à ce moment-là en 2011 et j'ai ma GMT Master 2 depuis 1 an, quelque chose comme ça. Et je décide de varier un petit peu les plaisirs, mais tout en restant dans un style de montre assez reconnaissable. Donc à ce moment-là, 2011-2012, on est un petit peu au début d'Instagram et je remarque qu'il y a une très très belle communauté qui se développe autour de la marque Belleros et c'est quelque chose qui m'attire. Le marketing à ce moment-là de Belleros,
m'attire beaucoup. Tout ce qui est time instrument, le fait d'avoir des montres carrées, très très lisibles, hein, bon, ben, je suis myope, donc pour moi ça me parle aussi. Le fait qu'elles soient extrêmement versatiles, on pouvait changer les bracelets au gré des envies avec les petits outils qui étaient livrés avec ces montres. Et donc je me mets en chasse d'un modèle style 0392. Pourquoi? Parce que je sais déjà à l'époque que j'ai pas un énorme poignet, et la version style était pour moi la version la plus pure, la plus dépouillée. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, il y avait des PVD, et que les PVD, ça s'abîmait très facilement. Rien que le fait de les regarder, vous perdiez déjà quelques millimètres de revêtement, façon de parler. Donc à ce moment-là, je l'achète, elle arrive donc de Bayonne, et mais directement, en fait, il y a un petit souci, c'est que le guichet date, la date ne passe pas. Donc j'ai dû la renvoyer chez le vendeur qui m'a réparé ça tout à fait gratuitement et tout à fait rapidement, hein. C'est l'avantage d'avoir des mouvements à ce moment-là, des mouvements ETA dans ces montres, hein. Ce sont des mouvements qu'on peut réparer très très facilement et que les horlogers connaissent comme leur poche. Donc j'ai acheté cette montre à l'époque pour 1800 euros. C'est quand même une fameuse somme. Il faut savoir qu'à l'époque, le neuf s'échangeait aux alentours de 2005. Et entre-temps, donc, j'ai eu quelques bricoles avec, puisque j'ai laissé tomber cette montre, qu'à cause de ça, j'ai dû la réparer. Les deux aiguilles étaient vraiment tombées complètement en dessous du cadran. Donc ça m'a coûté quoi, quelque chose comme 300 euros. Ensuite j'ai acheté plein de bracelets, plein de babioles. Bon, c'est ça la promesse de la marque Belleros aussi, hein, très très versatile. Donc du caoutchouc, du natto, du cuir. Voilà, j'ai fait tout péter. À chaque fois je recevais des belles casquettes, des beaux porte-clés avec le colis. Donc tout ça c'était très agréable. Mais voilà, il y a quelques années, eh bien, elle a commencé un petit peu à se patiner. Puis je la mettais moins, je la trouvais très très grosse. Voilà, j'en avais marre de la porter, il fallait que je passe à autre chose. Et donc j'ai été cet été chez un premier vendeur pro, mais là il n'avait pas de demande pour ça, donc il n'a pas voulu me faire d'offres ridicules. Et pour info, c'est chez lui que j'ai été vendre la GMT Master 2. Et puis ensuite j'ai été chez un autre vendeur pro qui, lui, me l'a reprise 800 euros. Voilà, moi j'étais prêt à ce moment-là à les laisser partir pour un minimum de 700 euros. Bon, je sais hein, que c'est une grosse pilule à avaler, de 1800 à 700 euros, mais voilà, c'est le problème quand on abîme des montres, quand on les laisse tomber, il faut être prêt à ce moment-là à assumer tout simplement. Donc voilà, ce vendeur m'en a donné 800 euros, je suis parti, je suis rentré chez moi à la maison avec 800 euros en cash. Voilà, c'était pas le placement de l'année, mais j'ai quand même eu vraiment beaucoup de plaisir à porter cette montre. Alors c'est pas une marque vers laquelle je retournerai parce que les montres sont vraiment trop grosses. Pour moi les montres rondes de chez Belleros ont un petit peu moins de légitimité que les montres carrées, donc elles m'attirent un peu moins. Je dirais que si je devais encore craquer pour une Belleros, ce serait alors à ce moment-là une des mineures ou quelque chose d'un petit peu plus rare. Mais voilà, ici c'est pas du tout à l'ordre du jour. La troisième et dernière montre que j'ai revendue en 2020, c'est une Longines Hydro Conquest. C'est un modèle dont je ne vous ai pas encore parlé sur cette chaîne, mais c'est un modèle que j'avais acheté en 2015. Donc à ce moment-là, j'ai dans ma collection la GMT Master 2, la Belleros 0392, la SKX, et je recherche quelque chose d'un petit peu plus raffiné comme Tool Watch. Et cette Longines Hydro Conquest semble toute désignée puisque d'occasion elle ne coûte que, entre guillemets, 2 fois le prix d'une SKX, hein, puisque je l'ai acheté 650 euros. Donc là j'ai été la chercher à Amiens en France chez un particulier qui me l'a revendu, très sympa. C'était vraiment une chouette papote ensemble. Et donc ce que j'ai adoré moi sur cette montre, c'est le bracelet, c'est la lisibilité, c'est le fait qu'il y ait une toute petite touche de couleur, parce qu'on oppose parfois cette montre à la Submariner en disant que voilà, c'est un peu la Submariner du pauvre, mais moi je ne suis pas vraiment d'accord. Elle a vraiment sa personnalité à elle. Les aiguilles, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez par exemple le protège couronne, on dirait qu'ils ont été dessinés par Batman. Donc il y a des tas de choses qui sont complètement différentes de la Submariner. Il y a une extension de bracelet sur cette Longines Hydro Conquest, et d'ailleurs je trouve même un petit paradoxe, c'est que malgré le fait qu'il y ait une extension de bracelet, en fait il n'y a pas de Luminova sur la trotteuse. Or, ceux d'entre vous qui ont déjà suivi la grosse vidéo pardon, sur les Seiko, donc ici sur la chaîne, où j'explique que voilà, pour passer la certification de montre de plongée, une montre doit pouvoir
montrer à son propriétaire ou celui qui la porte qu'elle fonctionne en permanence. Et donc c'est pour ça que pour avoir la certification ISO, eh bien, il demande d'avoir un petit peu de peinture luminescente sur la trotteuse. Ici, ce n'est pas le cas, alors que cette montre dispose d'une extension de bracelet pour combinaison de plongée. Bref, il y a aussi un autre point que j'avais beaucoup aimé sur cette montre, eh bien, c'est le fait que le guichet date était entouré d'un cercle blanc. Et je trouve que d'un carré blanc, pardon. Et je trouve que de nos jours, on arrive de plus en plus à des montres qui ont des guichets date qui sont très très bien intégrés, très très petits, qui se font tout petits, comme si vraiment ils devaient passer inaperçus. On voit même de plus en plus, et j'aime bien ça aussi, hein, franchement, comme sur la Belle Ross, des dates en blanc sur noir. Mais ici, ils ont pris le pli dès le début eh bien, de mettre cette date voilà, en noir sur blanc, alors que le cadran est noir, et de l'entourer d'un trait blanc qui, je trouve, rajoute un petit peu plus d'équilibre encore à ce cadran. Donc c'est une montre que j'ai beaucoup aimée, bracelet de grande qualité, très bel acier. C'est une montre qui donnait super bien en photo, même en t-shirt, j'avais l'impression d'être super bien habillé. Donc voilà, c'est une montre que j'ai adorée, mais qui malheureusement, au quotidien, au porté, eh bien, ces 21 mm de bracelet, son gros boîtier en acier, eh bien, c'est quelque chose qui pèse beaucoup. Et moi, ça commençait un petit peu à me fatiguer. Je l'ai dit au début de l'année, je cherchais des montres d'un diamètre plus petit. Comme je la mettais plus beaucoup, ben, c'était l'occasion pour moi de la revendre. Alors j'ai trouvé un passionné à qui la revendre sur un forum et ben, je lui ai envoyé ça à Paris. Et c'est d'ailleurs ce passionné qui m'a fait remarquer que la lunette était très bien alignée, chose qui était apparemment assez rare. Donc il était enchanté de tomber sur un modèle de ce type-là. Et je l'ai revendu pour 550 €. Donc voilà, en 5 ans, cette montre m'a coûté 100 €. J'ai pas fait l'entretien. Bon, c'est un 28-24-2, c'est vraiment le tracteur hein, donc, de chez Swatch Group. Donc ouais, je pense que là, il est encore tranquille pendant 5 ans. Bah, du coup, en 28-24-2, il me reste plus beaucoup de montres. Il y a encore, enfin plus beaucoup de montres façon de parler, il me reste donc cette Tudor Black B36, on va en parler un petit peu plus loin dans la vidéo, et aussi la Tissot Le Locle. Donc je commence un petit peu à me fatiguer, d'ailleurs je me demande si je la revendrai pas. Bref, ce sera peut-être pour 2021. Mais donc j'ai beaucoup aimé porter cette Longines, une montre que je recommande beaucoup. Un point que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que quand je l'ai mise en vente, j'ai eu énormément de demandes. Franchement, quand on revend une montre, on peut toujours s'attendre à devoir négocier, à devoir vraiment se faire mal en coupant dans le prix, mais ici j'avais des demandes de partout, j'avais mis sur Facebook, j'avais mis sur Deuxième Main, donc c'est l'équivalent de Le Bon Coin en Belgique, j'avais mis quoi d'autre, j'avais mis sur les forums, et donc les demandes ont afflué vraiment de partout. Donc c'est très agréable quand on veut se séparer d'un objet qui a une certaine valeur, ben, de voir que cet objet est fort demandé. À présent qu'on a abordé toutes les sorties, ben, on va parler maintenant des rentrées dans ma collection, et on va le faire de façon chronologique. Donc on se retrouve en janvier ou en février de cette année, et là je vois un peu sur Instagram, tout d'un coup je tombe sur une publicité pour une Swatch Moonraker, qui est en fait une Swatch à l'effigie de James Bond et du film Moonraker. Et donc là, ben, comme je suis une vraie victime, je clique et j'achète directement. Donc c'est quoi? C'est 90 €. Et en fait, c'est une montre, c'est 42 mm, hein, donc c'est en fait trop grand pour moi. Mais c'est une montre qui devait sortir à l'occasion du nouveau James Bond, donc No Time to Die, un James Bond qui a été reporté plusieurs fois, qui n'est même pas encore sorti d'ailleurs. Donc je ne sais pas exactement quand il va sortir en 2021, mais voilà. Toujours est-il que, en tout cas, les montres, elles sont déjà toutes vendues et et le film n'est même pas encore sorti. Et ici, cette Swatch Moonraker fait vraiment allusion à l'affiche du film James Bond Moonraker, plutôt que à ce qui se passe dans le film. Et on peut voir effectivement qu'elle a, tout comme l'affiche, eh bien, un cadran bleu avec des tas de petites étoiles. Donc Moonraker, c'est quoi en deux mots? C'est James Bond qui enquête sur le détournement de Space Shuttle. C'était fin des années 70, donc c'était un sujet très à la mode. Et c'est le costume designer qui dessine il y a quelques mois ces montres. Je crois qu'il y a 6 montres, et il y en a une aussi qui elle est en 34 mm, que j'ai malheureusement pas acheté, j'aurais dû prendre celle-là, qui est à l'honneur du nouveau Q en réalité,
puisque le nouveau Q de James Bond porte cette montre dans le nouveau No Time to Die. Alors, d'ailleurs, cette montre Q, figurez-vous qu'il y a des petits malins qui en ont acheté et qui les revendent 300 € alors que ça vaut 90 €. Moi, je comprends pas ça. Autant je peux comprendre qu'on fasse un peu d'argent vite fait parce que voilà, les prix ont augmenté, mais alors aller acheter une série limitée et passer son temps à rajouter des annonces tous les jours pour essayer de la vendre 3 fois le prix et de pigeonner quelqu'un, franchement, moi je comprends pas. Bah, bref, mais voilà, cette montre, donc, elle est designée par le costume designer de James Bond. Et les costumes designers, pour info, ils ont pas mal leur mot à dire dans tout un tas de choses. Et c'est d'ailleurs grâce au costume designer de GoldenEye que James Bond porte une Seamaster avec un cadre en bleu. Donc on sait tous que James Bond, il porte des Omega. Et il ne porte pas des Speedmaster, il porte des Seamaster parce que James Bond, il a fait la Navy, enfin c'est l'histoire, hein, donc il a fait la Navy, donc une Seamaster ça correspond beaucoup plus à son profil. Et pour GoldenEye, ils avaient demandé au costume designer de se fournir en Seamaster, il avait pris une Seamaster fond bleu, et bon voilà, c'est de là que vient ce fameux sobriquet de la Seamaster 300, la fameuse GoldenEye. En 2008, il y avait déjà eu une collection de Swatch, mais à l'effigie cette fois-ci des méchants des James Bond. Et le président Hayek à l'époque avait raconté dans la presse que Bond portait une Omega, mais que les méchants portaient une Swatch. Donc là, à mon avis, il s'est un petit peu planté, puisque là, la fameuse Q, la fameuse Q Watch, elle est portée par Q, qui n'est pas un méchant. Bref, petite parenthèse. C'est une montre qui, pour moi, est très intéressante au niveau de son bracelet. C'est un bracelet un peu élastique, un peu caoutchouc. Enfin, pas vraiment élastique, mais voilà, un peu doux, un peu caoutchouc. Et voilà, quand je la mets, j'ai toujours envie de la toucher, voir un peu de la mort, tellement que ça je sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est aussi une montre très bruyante, comme toutes les Swatch. Je pense qu'avant d'aller dormir, il faut la mettre quelque part. Ceux qui ont un jardin, il faut la lancer loin ou alors la mettre dans une écharpe, l'enrouler, la mettre dans un tiroir. Mais franchement, c'est hallucinant en 2020 de se retrouver avec des toquantes qui font encore un bruit pareil. Bon, ça me dépasse. C'est une montre que je regrette un petit peu à moitié. Bon, bah voilà, je suis content de l'avoir. Le packaging est sympa, c'est une cassette VHS. Mais après, pour le reste, c'est pas une montre que je vais mettre, à mon avis, beaucoup. Quelques semaines après avoir fait acquisition de la Moonraker, on rentre en confinement et là je remarque qu'il faut absolument trouver des montres qui soient plus petites, confortables, que je puisse mettre partout. Et je décide alors de me mettre en quête de cette montre-là, mais il fallait que ce soit quand même un petit budget. Alors à ce moment-là, on est, il y a quoi, c'était en mars, et Seiko annonce que la SKX c'est terminé, ils ont arrêté la production, et donc je me dis que c'est l'occasion de passer sur une SKX 013 qui a un diamètre beaucoup plus petit que la 009. Donc la 009 c'est 42 mm et ici la 13 c'est 38 mm. Donc je l'achète sur Creation Watch. Je me fais plumer comme un bleu sur les frais de douane. Je pense que je paye 85 € ou 86 € plus les frais de port. Enfin bref, voilà, elle arrive, je suis super content et je la mets dans un tiroir et je me dis jamais je la mettrai ou je la sors dans 10 ans, je la sortirai quand ce sera vraiment un collector et que j'aurai vraiment une pièce unique. Le problème c'est qu'on était en confinement et donc je m'embêtais, donc je l'ai mise en fait assez rapidement. Et j'adore cette montre, c'est vraiment une montre solide, c'est une montre qui me va très très bien, elle va bien à mon poignet. Franchement, pour ceux qui ont un poignet de 17 cm ou moins de 17 cm, il ne faut pas réfléchir, hein. Si vous voulez une SKX, c'est d'office la 013. Depuis que je porte cette SKX 013, je me suis intéressé également aux autres montres qui sont étanches, ou des plongeuses avec des diamètres un petit peu plus petits et qui sont surtout automatiques. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'avais fait un épisode aussi cette année sur le fait que la SKX laissait un territoire vide, hein, puisque il n'y a pas vraiment de montres qui viennent la remplacer. Bon, entre-temps, vous autres, chers spectateurs de ma chaîne, vous m'avez fait remarquer qu'il y a la l'Hypnotic Ski que j'ai jamais vue en vrai. Et que du coup, j'ai vraiment envie de regarder, de toucher pour voir comment c'est. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une montre de chez Long Island Watch aussi. Il a fait une collaboration avec une marque de montres
et qui fait du 38 mm aussi. Il a sa marque de montre à lui, hein, Long Island Watch, qui fait aussi du 38 mm et qui sont vraiment des hommages, hein, je veux dire, de SKX. Mais pour le reste, ça reste assez pauvre. Et donc je me félicite toujours d'avoir pu sécuriser cet exemplaire-là quand je regarde un petit peu sur Chrono 24. Donc je pense que c'est une montre que j'ai dû payer, je crois, 340 €, donc juste pour la montre. Et je vois sur Chrono 24, j'ai mis une sorte de... En fait, j'ai rentré les montres qui sont dans ma collection et je peux voir un petit peu l'évolution des prix. Et c'est une montre qui commence déjà à prendre de la valeur. Alors c'est pas du tout le but que je la revende ici parce que si je dois en revendre une, eh bien, ce sera plutôt, alors à ce moment-là, la SKX 009 qui elle pour le coup est vraiment beaucoup trop grosse pour moi. Mais ici cette SKX, ouais, je la trouve top, je la mets super souvent, vraiment je la conseille. Troisième acquisition de cette année, en juillet je pars en vacances en Belgique. Pour les raisons qu'on connaît tous. Et là, je rencontre quelqu'un qui m'a fait découvrir la Casio F91W et je décide d'en acheter une. Donc c'est cette montre-là. J'en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais en gros, c'est un modèle un petit peu iconique, hein. Je pense qu'il y a une version anthracite qui doit s'échanger pour 15-20 € sur Amazon. Ici, moi, je voulais une version avec un petit peu plus de couleur. J'ai pris la couleur dorée parce que je trouve que ça allait mieux avec mon teint de peau de poulet, je vais dire. Il y a aussi des vertes, il y a aussi des bleus. Et je trouvais que l'anthracite était un petit peu tristounet. Donc une montre très très légère, précise évidemment, qui fait le boulot, mais je ne vais pas en attendre beaucoup. Je la trouve très très attachante. Elle, pour le coup, je l'oublie vraiment une fois qu'elle est au poignet. J'ai vraiment l'impression de ne pas porter de montre tellement elle se fait oublier. Donc ici, je l'ai payé quoi? Je l'ai payé 27 €, je pense, si ma mémoire est bonne. Voilà, pour ce prix-là, vous avez une montre qui va très bien sur votre petit poignet, une montre un petit peu iconique. Vous avez une batterie qui va durer, à mon avis, dans les 10 ans et qui est rétroéclairée. Bien que la lumière soit carrément anecdotique, on peut quand même essayer d'éclairer le cadran avec une des touches. Voilà, c'est une montre un petit peu pour me faire patienter pour la dernière dont j'ai fait acquisition et dont je vais vous parler dans un instant. Cette montre qui est la Black Bay 36 mm. Donc c'est une montre que j'ai achetée en août de cette année, fin juillet ou début août de cette année. Donc là, je cherchais une montre qui soit robuste, fiable, précise. En fait, je cherchais une remplaçante de ma GMT Master 2, alors qu'à ce moment-là, je n'avais pas revendu encore la GMT Master 2, mais je voulais quelque chose qui soit à mon panier en permanence, ma seconde peau, qui soit étanche, qui soit classe, et qui soit quand même avec un diamètre un petit peu plus petit que la GMT Master 2. Et cette Tudor s'imposait, puisque c'est le boîtier Rolex, ou plutôt un style de boîtier Rolex Oyster Case des années 50-60. C'est également un bracelet Oyster et j'adore ça. Mouvement automatique, très belle finition. Donc c'est une montre que j'ai payée 2 500 € je pense et qui me donne entière satisfaction. Alors depuis que je l'ai acheté, Tudor a changé un petit peu la façon avec laquelle ils équipaient leur montre avec les mouvements. Donc j'ai fait un épisode là-dessus qui explique un petit peu comment ça se fait que Tudor ne peut plus aller se fournir en mouvement auprès du Swatch Group parce que c'est du ETA 28-24, alors que maintenant, si vous en achetez une, c'est du Sellita aussi qui est régulé par Tudor, mais voilà, c'est plus, ça a changé entre-temps. Donc c'est une montre qui m'accompagne partout et voilà, quand j'ai été l'acheter, en fait, la vendeuse me propose un tas de Tudor et franchement, il y avait des Black Bay bronze, des Black Bay normales, il y avait une Black Bay 58 aussi qui me plaisait beaucoup. Mais voilà, quand j'ai essayé, moi c'était la 36 qu'il me fallait. Et alors que la vendeuse me disait, mais non, 36 c'est peut-être un peu petit, en fait quand elle l'a vu à mon poignet, on est tombé d'accord que ça m'allait super bien. Donc évidemment c'est une vendeuse, hein, donc elle n'allait pas me dire que cette montre ne m'allait pas, enfin je pense pas. Voilà. Néanmoins, comme quoi parfois on peut se voir proposer des montres qui ne nous conviennent pas du tout et en fait on a une idée derrière la tête et c'est cette idée-là. Et à ce moment-là, en fait, la Black Bay 58, la bleue, donc la Blue, était tellement hype
que quand j'ai appelé pour savoir si celle-ci était de stock, et ben, ils m'ont dit non, elle n'est pas de stock, on peut juste vous la montrer, mais vous pouvez pas l'acheter. En fait, ils pensaient que je parlais de la Black B58 Blue, tellement qu'à ce moment-là, ben, c'était entre les deux confinements, c'était la montre dont tout le monde parlait, et ils ont dû peut-être croire que je parlais de celle-là. Et à ce moment-là, en fait, j'ai quand même été voir pour être certain, et puis là, quand j'ai vu qu'elle était de stock, eh ben, j'ai pas pu m'empêcher, en fait c'était tout réfléchi, hein. J'ai fait 2 vidéos sur cette montre, je vous encourage vraiment à aller les voir, je la décris en long et en large, c'est toujours mon coup de cœur, hein, je ne la quitte plus. Cette vidéo touche à sa fin, c'était la dernière de l'année, on peut dire qu'on a vécu une sacrée année 2020. Je voulais vous remercier tous de me suivre, merci pour vos commentaires positifs, constructifs, merci pour votre bienveillance, je vous souhaite de passer un bon réveillon et je vous dis à l'année prochaine. Prenez soin de vous, ciao.